Lors d'une introduction en bourse, l'une des questions essentielles à laquelle doivent apporter une réponse les dirigeants de l'entreprise qui s'introduit est la suivante. Quelle est la part de capital qui sera dispersée dans le public, ou d'une autre manière, quel doit être le float après l'opération? C'est cette question de recherche qu'abordent Michel, Oded et Shekeb dans un court article publié dans le Journal of Banking and Finance. Parce que la structure de propriété de la firme est en jeu, les choix effectués sont de nature à affecter la performance à terme de l'entreprise. Cette question est importante parce que la taille du float futur influe directement sur le partage des droits au cash flow et des droits au contrôle. Le float affecte directement la possibilité de prise de contrôle dans l'avenir, ce qui pèse sans aucun doute sur la décision du management, inquiet de sa pérennité. Elle détermine aussi la possibilité qu'a une maison mère de réacquérir à l'avenir une filiale introduite à travers une opération dite de carve-out, par exemple. Le point soulevé par Michel, Oded et Shekeb est le suivant. En ouvrant son capital au public, l'entreprise s'expose à des coûts d'agence plus élevés. En effet, les propriétaires initiaux détiennent une part du capital plus faible, sont moins incités à créer de la valeur actionnariale puisqu'ils n'en bénéficient que d'une partie, mais peuvent prendre des décisions plus favorables à leurs intérêts de dirigeants qu'à ceux des actionnaires publics. Le problème peut être sévère si le float est très grand. L'apport de capitaux en cette occasion peut servir à des stratégies de construction d'empire, par exemple. Pour résumer, les auteurs s'attendent à des coûts d'agence croissants et donc à une relation inverse entre valeur actionnariale et float. L'autre dimension du problème, soulevée également par les auteurs, concerne les possibilités de monitoring externe. Plus le float est important, plus l'éventualité d'une prise de contrôle est grande. À l'opposé, cette discipline de marché a peu de chances de pouvoir s'exercer quand la fraction non contrôlée du capital reste limitée. Aussi, Michel, Oded et Shekeb retiennent-ils l'hypothèse d'un effet croissant du monitoring sur la valeur actionnariale. En combinant les deux effets, coût d'agence et monitoring externe, Michel, Oded et Shekeb suggèrent que la relation entre le float et la valeur actionnariale puisse prendre la forme d'une courbe en U. La valeur actionnariale reste très élevée pour des floats petits, parce que les coûts d'agence sont faibles. Par exemple, les dirigeants continuent à détenir une grande partie du capital et ils ont alors tout intérêt à œuvrer pour une valorisation forte dans l'éventualité de la vente d'autres actions qu'ils continuent à détenir. De même, quand le float est très grand, la valeur actionnariale reste élevée, car les risques de prise de contrôle externe sont grands et le management peut craindre pour sa pérennité. Si on suit l'analyse précédente, les solutions optimales sont des solutions de coin. Pas d'IPO, et donc 0% de flotte, ou IPO avec le maximum autorisé de flotte. Le problème est que les auteurs livrent une statistique de répartition de la fréquence des IPO aux USA exactement opposée à cette proposition. Les IPO les plus nombreuses sont entre 1996 et 2006, avec des flottes compris entre 20 et 40%. Rappelons que la mesure du float est ici la part des actions détenues par le public juste après l'IPO. Michel, Oded et Shekeb ne fournissent pas d'explication sur cette myopie initiale du marché qui ne tiendrait pas compte des effets à venir du float sur la valeur actionnariale. Est-ce une anomalie?
Existe-t-il d'autres facteurs entrant en jeu et ne permettant pas l'apparition d'un équilibre séparant? Rien n'est dit à ce sujet. En revanche, il suppose implicitement que le phénomène est pris en compte par le marché un peu plus tard, par exemple 3 ans après. Ceci génère une variation de la valeur des titres et pourrait expliquer une performance à terme suivant une courbe en U en fonction du float. Telle est l'hypothèse retenue par les auteurs. L'échantillon a été constitué à partir de la base SDC, en reprenant toutes les IPO renseignées entre 1996 et 2006. Les opérations concernant les secteurs financiers et de services publics ont été éliminées vu leurs particularités. Les données boursières proviennent de la base CRSP. Les cours mensuels ont été retenus pour les 36 mois suivant l'introduction. Les données comptables proviennent de la base trimestrielle de Complustat. La disponibilité des données a réduit l'échantillon à 1801 opérations très concentrées sur les années 1996, 97 et 99. Les premières approches pour mesurer les rendements anormaux à long terme générés à la suite des IPO ont emprunté la voie utilisée par Barber et Lyon en 1997, à savoir le recours à des simulations de stratégies de type buy and hold après l'introduction en bourse sur différents horizons de 6 à 36 mois. Ces approches ont mis en évidence des rendements anormaux, mais elles ont fait l'objet de critiques pour le manque de robustesse de leurs résultats. Fama, dans son article de 1998, a souligné son incapacité à cette technique à tenir compte de la corrélation potentielle des rendements des titres en coupe instantanée et les biais qui peuvent s'ensuivre. Une seconde approche est de constituer des portefeuilles de titres affectés par l'événement et dont la composition change dans le temps. Leurs rendements en excès sont alors régressés sur des facteurs de risque pour déterminer une rentabilité anormale sous la forme d'un alpha de Jensen. Cette approche a fait également l'objet de critiques pour son biais en faveur de l'efficience. Les mesures de rendement anormaux à long terme obtenues par Michel Oded-Sheket sur cet échantillon confirment les résultats antérieurs. Selon la méthode Buy and Hold Abnormal Return, BHAR par la suite, il existerait un rendement anormal positif, quelle que soit la fenêtre étudiée, mais décroissant de 3,35% à 1,17%. En revanche, suivant la méthode dite des portefeuilles calendaires, ou encore ici C-Time par la suite, les rendements anormaux sont non significativement différents de 0. Cependant, ces mesures sont des mesures moyennes pour l'ensemble des IPO retenus ici, quel que soit leur flotte. Qu'en est-il quand ce dernier est pris en compte? Un premier test réalisé par les auteurs a consisté à mesurer les rendements anormaux selon la méthode BHAR pour différentes classes de flotte. Il apparaît clairement que les rendements anormaux suivent une courbe en U. Ils diminuent dans un premier temps, passant par exemple de 20,9% pour les IPO à faible flotte, entre 0 et 20%, à moins 11,29% pour celles à flotte moyen, entre 40 et 60%. Ils augmentent ensuite pour atteindre 12,23% pour les introductions à fort flotte, entre 80 et 100%. Afin d'obtenir des résultats plus robustes, Michel Oded-Sheket recourt à une approche multivariée. Pour l'échantillon tout entier, les rendements anormaux de type BHAR
ajustés ici par le modèle à 4 facteurs, sont régressés sur la mesure du float détenu par le public, dénommé ici PF, et sur son carré. De plus, est introduit un vecteur de variable de contrôle, x, contenant une mesure de la taille log des ventes, de la rentabilité, ratio résultat net sur actifs totaux, de l'intensité capitalistique, immobilisation sur actifs, et de l'endettement à travers un ratio de levier. Les coefficients associés à la variable float et à son carré sont significativement différents de 0. Négatif pour le premier et positif pour le second, mettant en évidence à la fois une influence du float et une relation non linéaire. Le résultat est robuste selon diverses spécifications non reprises ici par parcimonie. Ils sont de la même nature si d'autres horizons, 6, 12 ou 24 mois, sont considérés. L'inclusion de variables indicatrices de hot ou cold markets ne les affecte pas. La relation estimée entre les rendements anormaux de long terme est de type parabolique, suggérant la fameuse courbe en U. Il est intéressant de noter que le minimum atteint est, vu la condition de premier ordre, d'environ 59%, et se situe à l'intérieur de la plage 40-60%, pour laquelle le coefficient alpha était précédemment le plus petit. Ce constat, s'il n'est pas dû à des insuffisances économétriques, reste fondamentalement troublant. Pourquoi les investisseurs sur le marché n'anticipent-ils pas un effet aussi médiocre sur la performance attendue, alors que l'indicateur flotte est largement connu de tous? En conclusion, Michel, Oded et Shekel mettent en évidence une relation particulière entre la performance persistante sur 36 mois après l'introduction en bourse et l'importance du float public. Une courbe en U apparaît de manière significative et semble robuste après la prise en compte de contrôle dans le modèle. Ce résultat nouveau est attribué par les auteurs à des influences contradictoires des coûts d'agence et des avantages du monitoring, tous deux croissants avec le float. Lorsque la participation au capital des actionnaires de départ, le plus souvent des dirigeants, est diluée, leur incitation à créer de la valeur pour les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, diminue. En revanche, lorsque le float devient élevé, ils subissent une pression beaucoup plus forte du marché et peuvent craindre une prise de contrôle hostile. Il reste néanmoins curieux que ce phénomène ne soit pas anticipé plus tôt et qu'il faille attendre une correction aussi longue des marchés. Je reste sur ce point quelque peu dubitatif.